Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, vous écoutez Banous, le podcast et la chaîne YouTube dorénavant qui parle de marketing et de com digital. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathieu Ceccarelli. Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, merci pour ta deuxième participation à ce podcast Banous. Avec toi, on va parler d'un sujet on va faire un peu de prospective. On va parler, est-ce que finalement on vit les derniers jours, les derniers mois, les dernières années, en tout cas on verra avec toi, des enchères manuelles en fait. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter brièvement s'il te plaît ? Ouais, déjà merci Laurent de me réinviter, c'est bon signe. Donc moi je travaille comme consultant indépendant. Ça fait là c'est ma 7e année. Je suis dans le digital dans le marketing digital depuis une dizaine d'années. J'ai accompagné pas mal de startups de l'écosystème. Alors Next 40, donc type Sendinblue, Conto, Bankin, Cityscoot, voilà encore Store, donc des marques assez sympas. Et j'ai accompagné quasiment une centaine de boîtes depuis que je suis à mon compte sur des sujets d'acquisition et de mesure de performance. Et beaucoup de campagnes payantes, dont le SEA, bien sûr, qui va être un sujet important aujourd'hui. Exactement. Avec toi, en fait, je trouvais ça sympa de discuter de ce sujet avec toi, parce que justement, tu as vu l'évolution du SEA, et je pense qu'on peut l'appliquer presque au marketing digital dans son ensemble. Mais avant ça, pourquoi on en arrive là et pourquoi on en arrive à se poser ce type de questions, en fait? Est-ce que toi, par exemple, tu as vu une évolution qui te fait penser que finalement, on vit la fin du manuel et qu'on va laisser décider les différentes technos. Je ne vais pas sortir le poncif de ChatGPT qui vient de sortir, mais comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Déjà, je pense que la réflexion... Tu poserais la question à quelqu'un qui s'est lancé dans les années 2000 dans le marketing digital, il te dirait déjà que ça a beaucoup évolué. Pour donner un peu d'historique et de contexte, moi je commencerai par expliquer un peu ce qu'est le search chez Google, et avec une philosophie qui est quand même assez importante, c'est de se dire que chez Google, intrinsèquement, il n'y avait pas la volonté de dépendre de la publicité. Donc c'est une réflexion quand même qui est assez profonde, et normalement, l'idée c'était que Google aspire à d'autres choses. Alors on va pas parler que de Google, on va parler de Google aussi, et forcément Meta, mais aussi de ce qu'il pourra y avoir sur d'autres plateformes. Mais vraiment, intrinsèquement, c'est important de partir de Google, puisque c'est quand même un des premiers, et d'avoir aussi identifié un des premiers canal qui pouvait fonctionner qui était capable d'amener directement des consommateurs. Donc le search, c'est vraiment un canal ultra puissant, hyper intentionnaliste, et qui rapidement a été, on va dire, pris d'assaut pour les annonceurs. C'est-à-dire que... Ouais, alors justement, si toi, on fait un petit peu un pas de côté, on regarde ce qui s'est passé. À la base, Google mettait à disposition des account managers, des gens pour mettre en place des campagnes. Donc, c'était vraiment un être humain qui mettait en place les campagnes. Ouais. On voit qu'avec Google Performance Max, si je ne me trompe pas dans l'intitulé du nouveau produit qu'ils ont lancé il y a quelques mois, finalement, c'est tout pour l'algo et laissez-nous choisir à votre place la répartition des ciblages, etc. Chose qui va à l'encontre de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que auparavant, on disait aux annonceurs, splittez au maximum vos campagnes pour qu'elles soient de plus en plus performantes. Là, on dit l'inverse, on dit rassemblez l'ensemble de vos segments, elles le seront. Donc finalement, tout pour l'automatisation ou pas encore ? Alors, d'abord, je pense que c'est intéressant de continuer sur l'historique et ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'au départ, il y a deux choses qui étaient vantées dans le marketing digital. C'était les bénéfices de la granularité, c'est-à-dire que parce que tu peux cibler, parce que tu peux avoir un message vraiment très spécifique pour une audience peut-être plus petite, tu vas être plus fin dans ton marketing. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'aussi, grâce
à ces outils, tu peux utiliser des budgets qui sont plus raisonnables que ce que tu pouvais faire dans la pub télé ou dans la pub ou dans le print. Et avec un budget d'entrée assez simple, arriver déjà à toucher des gens. Et ça, c'est des promesses qui sont quand même hyper fortes. Et moi, pour avoir travaillé dans certains business, le truc, qui se sont développés grâce au search. Alors, je pense notamment à Sendinblue où j'ai travaillé. On se lance dans des pays où il y a rien. Tu lances des campagnes Google, tu dis que au bout de 2 ans, tu fais des bénéfices énormes mensuels sur un nouveau marché. Tu vois. Donc, il y a cette puissance qui est hyper forte. Et je pense que le search, la grosse différence, c'est que les annonceurs se sont positionnés sur l'achat de clics et au CPC. La philosophie, c'est important de la comprendre. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans le search, à la base, tu es en concurrence avec quelques annonceurs. Okay ? Donc, quand tu fais des pubs, tu vas te dire que, par exemple, sur la comptabilité, il va y avoir 3, 4, 5, 6 solutions par pays qui vont être en concurrence pour être le plus haut possible, pour payer un prix cohérent et rentrer dans leur coût d'acquisition. Ce qui est une philosophie qui est complètement différente de Facebook et des inventaires dans lesquels tu vas te placer où tu es en concurrence avec beaucoup de monde et avec des inventaires qui sont finalement assez larges. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, Google a fait grossir le business du search et est arrivé à un certain palier et est arrivé Facebook début des années 2010 avec un modèle quand même de campagne assez simple, avec un onboarding très... Pas automatisé, mais déjà vraiment facile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a onboardé des millions d'entreprises sur sa plateforme. Des entreprises qui pouvaient mettre des petits budgets de 10 euros, 15 euros par jour, mais quand on a 9 millions qui font ça, en fait, c'est hyper intéressant. Du coup, moi, ce que je remarque, c'est que depuis à peu près 6-7 ans, Google a un petit peu aspiré à prendre ce raisonnement de Facebook qui consiste à se dire, en fait, moi, j'ai de l'inventaire large. J'ai le search, mais j'ai aussi YouTube, j'ai aussi le display. Donc, je vais aller... ma tête de gondole, c'est le search, mais je vais quand même essayer d'en profiter pour aller placer aussi mes autres inventaires, qui sont clairement moins courtisés par les annonceurs. Parce qu'une campagne sur du YouTube ou sur du display, t'as pas la même perf, t'as pas la même attente que sur du search. Ouais, après, t'as différentes attentes. C'est-à-dire que... T'as l'annonceur qui va vouloir faire de la notoriété, donc on va lui conseiller d'aller sur YouTube et faire son petit spot, diffuser son petit spot pour gonfler sa notoriété et mettre un peu de côté la perf. C'est un peu ce que tu dis finalement, c'est que ce channel il marche un peu moins bien, donc on va dire que c'est la notoriété pour compenser le fait qu'il marche moins bien. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends tout à fait le fait que Google ouvre un peu aux autres canaux. Est-ce que ça a aussi à voir avec cette mode sur le fait de t'as pas beaucoup d'argent mais tu peux quand même lancer une campagne et acquérir des clients? Est-ce que ça rentre en jeu aussi pour Google ou non, justement c'était l'équation plutôt côté Meta qui a justement attiré beaucoup e-commerçants qui mettaient peut-être au départ 20 euros par jour, puis après ils ont commencé à monter, ils ont monté à 50. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans la logique de l'inventaire du search, c'est des annonceurs entre eux. Dans l'autre cas, c'est un inventaire quasiment infini sur Meta. Sauf qu'à un moment donné, ces inventaires, ils ont commencé à saturer. Et en fait, Google aussi, ce qu'il a pu se dire, c'est tu pourrais très bien imaginer que dans un secteur donné, par exemple l'hôtellerie, la comptabilité, tout ça, en fait, les annonceurs, ils vont à un moment s'arrêter de monter. Enfin, en fait, si tu veux, ils vont enchérir jusqu'à un palier de rentabilité. Donc, ce raisonnement-là, il capte de fait les possibilités du search. Premièrement, parce que, tu vois, tu vas pas... Alors, peut-être que par exemple, pour les CRM, tu vas peut-être avoir un Salesforce qui va monter, je sais pas, à 200 euros, 300 euros le clic. Je crois que c'est le cas aux US. Mais, voilà, s'il y a que Salesforce qui se le permet, à un moment donné, est-ce que, tu vois, combien, en fait, vaut vraiment l'enchère, tu vois? Et en fait, partant de ça, il y a ce premier truc-là. Et il y a aussi le fait que les inventaires du search sont limités aussi parce qu'il y a beaucoup de business sur lequel les week-ends, les vacances, les soirées sont hyper limitées. Et du coup, il y avait juste une sorte de saturation du search, les CPC ne pouvant pas monter indéfiniment. Et combinant, donc, voyant ce qu'a réussi à faire Facebook, plus les limites qu'il pouvait y avoir inhérentes au search, je pense que Google a rapidement entraîné les annonceurs vers des campagnes qui étaient automatisées.
Et pour moi, l'idée de l'automatisation, en fait, les stratégies automatisées, elles existent depuis le début. Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. J'en utilise vraiment, moi, depuis très tôt, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau. Et justement, la performance, elle est au rendez-vous ou finalement, elle est ISO, elle est moins bonne? Comment toi, tu vois les choses, en fait, par rapport à la perf pure? Alors, je pense que là-dessus, ça renvoie à une question quand même qui est importante, c'est pourquoi l'utiliser. Moi, je donne souvent la métaphore de la tête chercheuse. C'est-à-dire que l'automatisation, les campagnes qui vont t'aider, c'est qu'elles vont elles vont te dégrossir le travail. Tu vois, imagine, c'est un grand terrain en friche. Il va commencer un peu de travail pour aller identifier des termes de recherche, pour aller, voir ce qu'il peut convertir et tout. Sauf que, évidemment que ça fonctionne. Évidemment que ça fonctionne, puisque quand tu te lances, tu peux dire que tu es à un niveau 0 et que tu laisses la tête chercheuse trouver. Donc, dans beaucoup de business qui se lancent, par exemple, dans une zone géographique donnée, il y a des chances que ça marche et c'est normal. Maintenant, quand tu arrives à un certain seuil, et notamment, et là, moi, c'est ce que je vois sur plein de comptes, c'est qu'en fait, c'est mal. Le principal écueil maintenant, c'est l'allocation des budgets. Et c'est-à-dire que ces campagnes automatisées étant fourre-tout, avant, tu pouvais te dire, tiens, je mets 100 € dans mes campagnes search, j'en mets 20 dans mes campagnes display, j'en mets 5 dans mes campagnes YouTube. Là, le truc, il est empackagé. Donc, tu peux plus le décortiquer comme avant. Alors là, je parle d'exemple des campagnes Performance Max qui sont vraiment, elles, complètement empackagées. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est qu'est-ce que t'en fais après, en fait. À partir du moment où tu comprends pas pourquoi ça marche, ce qui est le cas souvent des campagnes Performance Max, c'est pour beaucoup d'annonceurs. Mais en fait, le truc, c'est que, et je l'ai vécu, tu peux pas non plus comprendre quand ça marche pas. Ouais. Tout le questionnement que tu as, toi, je pense que 90% des gens du digital ne l'ont pas finalement. Il y a peut-être un décalage par rapport à ça. Comment toi, tu vois les choses? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais en fait, je pense que Google et Meta exploitent très bien un sujet de recrutement, en fait. Pour beaucoup de boîtes, mettre de la compétence, notamment de la compétence analytique, c'est une vraie problématique. Et en fait, moi, pour avoir fait de l'acquisition pendant longtemps, la principale chose que tu dois savoir faire, c'est analyser, en fait. Analyser ton trafic, analyser les clics que tu amènes, tout ça. Je pense que toi, tu es un ancien de Criteo, tu sais que il faut aussi ne pas se contenter de regarder ce que raconte la plateforme, il faut aller creuser sur le site. Et ça, c'est clairement un truc qui se passe pas, en fait. Mais, en fait, moi, je le dis souvent, mais c'est une absurdité totale aujourd'hui que le reporting de performance soit fait par des acteurs eux-mêmes de la publicité digitale. C'est un non-sens. Ils font la mesure, ils font le storytelling, ils font le reporting de performance, ils ont les outils d'analyse, ils ont les pixels, mais en fait, là, ce matin, j'écrivais un article, mais c'est quelque chose qu'on reverra sans doute pas, en fait. Le piège, il est trop gros, en fait. Après, ils se prennent les pieds régulièrement dans le tapis où leurs métriques, justement, elles sont remises en cause. Il y avait Facebook qui avait un peu surestimé, on va dire, la performance de ses campagnes avec de l'attribution un peu trop lointaine il y a quelques années. Enfin, il y a quand même des choses qui permettent pour un marketeur qui se documente un peu, de se dire, bon, il faut que je prenne du recul par rapport aux métriques que je vois, non? En fait, c'est tu vois, ce qui s'est passé sur AT&T, avec Apple pour AT&T, la fin donc du tracking sur Apple pour Facebook, en fait, qui du coup n'avait plus d'infos qui remontaient depuis les sites donc de Safari vers Facebook, ce qui était quand même à la base une mine d'or d'infos, notamment pour le retargeting. Là, tu vois que la lecture, elle n'est pas du tout dans les performances. Les personnes ne te disent pas que leur performance... Alors, il y en a certains, les e-commerçants, oui. Mais il y en a beaucoup qui ont juste vu leurs chiffres chuter sur ces plateformes. Tu vois, leurs chiffres de conversion, leurs trucs. Mais le raisonnement, c'est le même qu'il y en a beaucoup qui, à l'inverse, ont remarqué que quand ils envoient une newsletter, là, leurs campagnes, elles ont un pic de conversion. Oui, en fait, c'est juste que Google, Meta ont leurs pixels partout. Ils sont présents. Quand ils voient une conversion qui risque d'arriver, ils arrivent à s'insérer très bien dans le funnel et ils se l'approprient. Donc, pour recontextualiser tout ça, moi, je pense qu'on est dans une sorte d'absurdité et une histoire qui est écrite par Facebook et Google
Et ça comprend bien sûr aussi les sujets d'automatisation, hein, voilà, qui dans quelques temps, on va se dire, mais ouais, enfin, c'était évident que ce qu'ils ont fait est trop gros, quoi. En fait, le truc, c'est, je vais faire un parallèle qui est on va voir si ça tient la route, mais toi, j'ai un ami qui est finance banque, en fait. Ouais. Et il me dit, moi, mon gros problème, c'est que lorsqu'un client vient me voir, en fait, l'heure que je lui propose, en fait, elle est gratuite parce que je me rémunère en vendant une carte bancaire, etc., etc. Et la partie conseil, en fait, elle est devenue gratuite. Et finalement, ce modèle à la française de la banque et assurance qui est l'ensemble de l'information est gratuite, mais je me rémunère sur les produits que je te vends, je trouve qu'on le retrouve un peu aussi en agence digitale finalement. C'est-à-dire que le full conseil qui ne rapporte rien à court terme parce que c'est du conseil, et finalement il est moins valorisé. L'annonceur il va être omnibulé par sa performance à très court terme, son taux de transfo, son CTR, etc. Et que finalement ça l'empêche de prendre de la hauteur sur ce qu'il doit faire. Enfin, ce que je dis c'est un peu galvaudé ou pas, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a une course à l'immédiateté de la performance. À mon sens, moi, c'est très court terme, j'emploie des gens pour avoir de la performance immédiate, et en fait, je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis, sans m'en rendre compte. Ou peut-être que finalement, ils s'en rendent compte. Comment toi, tu vois les Alors, choses ? je pense que tu résumes parfaitement les causes inhérentes à ce fonctionnement. Donc je pense que c'est exactement ça. Tu vois, le meilleur exemple, c'est de se dire pourquoi vouloir que des campagnes YouTube fassent des conversions. Enfin, tu vois, est-ce que tu as déjà converti après avoir cliqué sur une annonce YouTube ? Non, en fait, tu vois. Donc clairement, ça c'est une des opportunités dans lesquelles s'engouffre parfaitement Meta et Google, qui entre parenthèses ont construit quand même un duopole qui est quand même assez hallucinant. Ils trustent aujourd'hui 50%. En fait, le truc. Mais ils savent le vendre. Ils savent le vendre et en fait, le truc qui est, j'en parlais dans un podcast l'année dernière, c'est que en fait, moi pour Banous, parfois je fais des campagnes à 10 €, tu vois, parce que j'ai envie de me remettre un peu dedans, etc. Je mets 10 balles. C'est-à-dire, avec 10 €, j'ai accès à une plateforme de dingo. Parle à une techno française. Bonjour, j'ai 10 € à dépenser. Est-ce que je peux venir les dépenser chez vous ? Ils peuvent pas, ils y arrivent pas, toi. Donc, en fait, le truc, c'est que je suis d'accord sur le fait que c'est un duopole, etc., etc., tous les travers que ça peut créer. Et par contre, ils répondent à un besoin, en fait. Alors, ouais, je pense que c'est on va prendre l'exemple de Performance Max, qui est quand même aujourd'hui un sujet assez brûlant sur LinkedIn, qui est vachement relayé par beaucoup d'agences, beaucoup d'acteurs, entre parenthèses, qui ont aussi un statut qui les pousse à recommander certains produits de chez Google ou de chez Meta. Mais en fait, quand tu es annonceur, donc on va prendre, tu lances du Performance Max dans le cadre, imagine tu es Vuitton, tu lances du Performance Max. Si jamais tu as mal structuré, c'est une campagne qui va directement générer des conversions en se positionnant sur ta marque. Donc, ils vont d'abord un peu tester ta naïveté à savoir ça. Ok, première étape, tu as passé ce premier écueil. Ouais. Le deuxième écueil, c'est de savoir si tu lis en fait tes conversions. Et si tu les regardes un peu dans ton back-office. Okay, quand je dis back-office, c'est que c'est de se dire j'ai une conversion, d'où elle vient en fait. Et malheureusement, je ne sais pas si tu as un petit peu entendu parler de Google Analytics 4, c'est un outil qui vient juste conforter. En fait, c'est une extension de Google Ads. Tu vois, par exemple, par défaut, tu as le modèle d'attribution qui est en data-driven, qui est un modèle qui favorise énormément Google. Alors, je peux partager sur un lien, j'ai lu un super article hyper détaillé qui explique en quoi l'attribution est un sujet qui, en le rendant statistiquement intelligent, c'est bête en fait, ça ne peut pas être statistiquement intelligent l'attribution, c'est juste un peu de bon sens, un peu d'analyse, mais voilà, savoir faire la part des choses. Donc s'engouffrer dans ce genre d'outils et ne pas lire. Donc si jamais tu es un annonceur et que tu ne lis pas, tu vas aussi te dire ah ouais super, ma campagne Performance Max dans Google Ads, je vois qu'elle a fait 50 conversions. Mais c'est quoi en fait ces conversions ? C'est du retargeting YouTube 5 minutes, enfin en gros juste avant que le mec convertisse. Donc voilà, sachant que tu peut parfois avoir des petits doublons, des choses qui sont comptées 2 fois, à la fois sur tes campagnes search, à la fois sur tes campagnes Google. Cette lecture, elle peut aussi se continuer souvent dans Google Analytics, et enfin surtout avec Google Analytics 4. Donc
cette vision-là, j'ai envie de te dire qu'elle est... voilà, enfin, pardon, c'est par rapport à Performance Max. Il y a ce double écueil à passer. Okay, après, si jamais tu te dis, toi, demain, je me lance, ou je prends l'exemple de Sendinblue, tu te lances dans un nouveau pays et tout. Bah oui, Google, ils ont de l'info sur les termes de recherche. Oui, ils sont capables de savoir sur quoi se positionnent tous les concurrents. Oui, je veux dire, ça fait 20 ans qu'ils ont des termes de recherche. Moi, je peux te dire que les termes de recherche, ça permet d'analyser des business de façon extrêmement détaillée. Donc, Google les a. Donc, oui, s'ils veulent lancer une campagne, te permettre de lancer une campagne from scratch dans un pays où tu n'as pas de notoriété, où tu peux pas t'appuyer sur la marque, oui, ils vont te placer sur les bons mots-clés. Mais à un moment donné, ta situation, c'est quoi? C'est soit tu vas toujours vouloir grossir, et tu vas te dire aussi, en fait, comment je grossis? Pourquoi tu augmentes un budget dans l'acquisition? Parce que tu identifies des choses qui marchent. Comme tu mets des choses qui marchent, tu mets un peu plus d'argent et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis quand tu vois tes campagnes Performance Max? Tu dis, mes campagnes marchent. Sauf que dedans, il y a quoi? Il y a du YouTube. Donc, qu'est-ce que tu augmentes? Qu'est-ce que tu baisses? Mais ça, ce problème que tu adresses, il existe depuis le début du web. C'est-à-dire que depuis le début du web, moi, j'entends dire Criteo, c'est le last click, ils nous prennent nos ventes. Les gens de l'affiliation dire ouais, mais nous, on est au début du processus de vente parce qu'on contacte pour la première fois avec nos emails les futurs clients, donc on est désavantagé. Finalement, c'est la règle du jeu, et que le jour où tu trouves, en fait, le jour où on répond exactement à ta problématique, il y a plus de web parce qu'il y a un acteur qui arrive à réconcilier l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait. Et comment tu calcules alors les fameux modèles en U, en V, en ce que tu veux, en last click, first click. Mais finalement, il n'y a pas de méthode miracle. En fait, comment tu réponds à ta problématique? En fait, alors, sur l'attribution, c'est plutôt du bon sens. Mais je pense que oui, en effet, tu l'as bien dit, c'est-à-dire que depuis toujours dans le web, mais je pense que c'est valable en fait même quand tu travailles, tout le monde veut s'octroyer la part du succès en fait. C'est un peu humain. Là, ce qui me dérange, alors, tu vois, moi, je gère des millions, j'ai vu l'efficacité de cette plateforme. Tu vois, j'ai travaillé. L'exemple, la boîte pour laquelle j'ai le plus bossé s'appelle Sendinblue. C'est une boîte qui a fait, voilà, on a fait des campagnes qui ont vraiment tout défoncé en search, en SEA. Donc, je peux te dire que c'est puissant. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, c'est le fait que l'histoire qui est racontée, c'est une grosse balade. Tu vois, d'aller dire aux annonceurs que tu leur fais un nouveau modèle qui est super intelligent, qui est super bien et tout, mais en fait non, t'es juste en train de leur dire que toi tu fais toute la performance. Toi tu le sais parce que t'as un peu de recul. Le truc c'est que t'en as combien qui se font berner. Donc tu vois, et ça, alors économiquement, moi je suis désolé, c'est pas de l'argent qui est super intelligemment investi. Quand tu mets 500 € sur une campagne alors que tu pourrais en mettre 300 €, là je parle par jour, tu vois, pour certains annonceurs. Mais en fait, ils vont où ces 200 €? Tu vois, c'est là où souvent malheureusement les monopoles ont tout intérêt à être cassés, tu vois, d'un point de vue libéral. Mais cette domination, elle met juste de l'argent dans les fonds de Google et Meta. Donc pour moi, c'est un non-sens qui ne rend pas pour autant ces plateformes inutiles. Elles font partie du mix. Il faut juste y allouer les bons budgets. Arrêter d'écouter ce qu'elles disent, faire sa propre analyse et mettre les budgets, ne pas les mettre dans toutes les campagnes Performance Max, mais de les mettre dans des profils analytiques en interne, passer du temps. Voilà. C'est justement ça. Tu me fais une passe décisive pour ma dernière question. C'est donc, comment toi, est-ce que c'est la fin de l'account manager au sens où on le connaît à l'heure actuelle? Comment toi tu vois les choses en fait? Parce que cette automatisation finalement, moi lorsque je travaillais chez Criteo, c'était à l'époque où on commençait à tester en fait le fait que le moteur décide tout seul à la place de l'account manager presque. Et on voyait qu'il y avait des super perfs, etc. Je suis plus du tout chez Criteo depuis très longtemps maintenant, donc je sais pas du tout ce qui se passe actuellement, mais je pense que toutes ces boîtes-là, elles pourraient full automatiser l'ensemble de l'achat média, et donc on verrait plus d'account manager. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais il y aura du conseil, etc., etc. Toi, comment tu vois les choses? Alors, première question, c'est pourquoi elle ne laisse pas le choix? En fait, pourquoi le modèle il devient opaque? En fait, est-ce que c'est un débat d'efficacité de l'automatisation ou est-ce que c'est un débat d'opacité versus transparence?
Donc, si jamais je prends l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui sur les campagnes search, à l'ancienne, enfin, tu vois, ceux qui les géraient peut-être en manuel, qu'est-ce qui se passe dessus? Les termes de recherche dont tu avais l'info, tu avais un rapport sur les termes de recherche qui faisait, en fait, qui te remontait pour chaque clic que tu avais acheté, le terme de recherche associé dans la requête, dans le moteur de recherche de Google. Pourquoi ce rapport, tu vois, t'es en train d'avoir... maintenant, il y a quasiment... Moi, j'ai des comptes sur lesquels il y a parfois 70% qui est caché. Mais en fait, donc c'est pas un débat d'automatisation. Et je voudrais reprendre... en fait, il y a plusieurs business qui sont intéressants à regarder. En fait, l'automatisation, que ça soit... Alors, on peut prendre l'exemple de, par exemple, l'aviation, tu vois. Le pilotage automatique. Le pilotage automatique, enfin, en fait, on pose pas la question de savoir si le pilote va disparaître. Un autre business sur lequel... Alors, j'ai lu un super article là-dessus sur, en fait, la finance de marché. Ouais. Tu vois, la finance de marché, c'est quand même un business qui, quand allouer efficacement des fonds, on peut dire qu'il y a quand même du niveau. Dans la gestion de portefeuille, l'humain n'a pas disparu, en fait. Il y a des fonds qui sont 100% quantitatifs, mais déjà, il y en a beaucoup qui sont 100% quantitatifs pour reproduire la performance d'index. Enfin d'indices boursiers, mais dans des fonds un peu plus, on va dire, orientés sur un thème particulier, il y a quand même très souvent une intervention humaine, et il y a encore même des fonds qui sont gérés avec des activistes, des personnes qui choisissent vraiment très spécifiquement des classes d'actifs. Je pense que Warren Buffett, c'est un bon exemple. Donc c'est pas, enfin, tu vois, si c'était plus efficace, on l'aurait vu notamment dans la finance. Il y aurait plus que ça en fait dans la finance. Donc pour moi, déjà le fait que on n'ait plus le choix et que moi je parle là je dis on en tant que gestionnaire, le fait que les possibilités d'avant disparaissent. En fait, c'est juste pas normal. C'est juste qu'on te prend ton argent, on prend l'argent des annonceurs et on en fait ce qu'on veut, quoi. Et éthiquement, c'est juste absurde, en fait. Pourquoi alors pourquoi un P&G, les gros annonceurs, ils sont dans le même cas que toi, en fait, avec tes comptes, sans faire offense à tes comptes? Non, les plus gros, pour en avoir discuté avec des consultants qui peuvent gérer ces gros comptes, alors il y a plusieurs sujets. C'est que déjà là il y avait beaucoup d'argent jusqu'à fin 2022 qui inondait l'univers des startups, voilà. On change d'univers, donc qu'est-ce qui va se passer dans un univers où les annonceurs sont un peu plus regardants sur leurs dépenses, ou mettre 500 € au lieu de 300 € sur une campagne, comme je disais avant, en fait c'est plus du tout le même sujet. Donc il y a ça pour les annonceurs, on va dire moyens, les startups. Après, pour les très gros, je pense que c'est un peu pareil, même si, voilà, je pense que les grosses agences marchent aussi parce c'est peut-être des entités qui sont moins regardantes, elles vont pas être dans la finance. En tout cas, moi, mon sentiment, c'est que si on va vers quelque chose ou pas, enfin, il y avait quelqu'un qui mettait ça sur LinkedIn, c'est ok, si demain il y a que du perf max, mais tu parlais d'annonceurs qui sciaient la branche sur laquelle ils sont. En fait, c'est plutôt Google qui va scier la branche sur laquelle il est. Les annonceurs sont venus pour une bonne raison. Tu vois, ils ont mis des enchères à des niveaux élevés à cause du search. Si tu en arrives à ce type de situation, ce qui est tout à fait possible, imagine demain, il n'y a plus que les campagnes Performance Max. En fait, ça dépend d'abord d'une chose, c'est d'ailleurs, est-ce que Google conserve son monopole, tu vois, sur les parties search. On l'a bien vu avec ChatGPT, avec la possibilité, donc avec Bing surtout, qui veut l'attaquer, avec Apple qui réfléchit à faire un moteur, avec TikTok qui ajoute un moteur de recherche aussi sur sa plateforme. Tu vois, le search de Google, il va se faire attaquer déjà parce qu'il commence à être obsolète. Donc, il y a déjà cette partie-là qui va être difficile. Et la deuxième, c'est qu'en fait, les annonceurs, ils vont faire quoi? Ils vont accepter gentiment de dire, OK, on fait des campagnes Performance Max, Google nous prend une taxe qui est juste... Toi, tu penses que la révolte, elle va venir des annonceurs? J'espère. Ouais, mais en fait, elle aurait dû déjà venir alors. Mais elle n'a pas arrivé parce que le marché s'y prêtait pas, en fait. D'accord. On est tellement sur une phase de croissance des investissements digitaux que ça pouvait pas arriver, en fait. Là, les budgets vont être beaucoup plus reconsidérés. Et en fait, moi, alors là, c'est plus... c'est là, je te disais avant l'épisode, moi, je regarde de plus en plus l'actu macro sur les boîtes tech. Le mindset, il est en train de changer. Si tu regardes Facebook, là, Meta, ils ont
on sent qu'ils ont compris qu'ils avaient ils étaient allés trop loin. Et donc là, pour ceux qui sont intéressés, Mark Zuckerberg a publié genre son memento où il justifie la deuxième vague de licenciements. En réalité, tu sens qu'il a quand même compris que le marché a changé. Tu vois, il a changé. Google, son monopole. Alors pourquoi Facebook, je pense, c'est plus humble. Déjà, ça fait 1 an qu'ils se sont pris. Voilà, ça fait 1 an. Et surtout, il y a TikTok qui est là maintenant, donc ils n'ont plus un monopole absolu. La répartition, en fait, on l'a vu quand tu vois, il y a BeReal, il y a des applis comme Gaz, tu vois, des choses qui émergent. Les jeunes, ils vont très vite, tu vois. Puis après, il y a la concurrence entre eux, puisqu'il y a Apple, tu vois, qui a torpillé Meta sur son confort, justement, de last click et de retargeting, tu vois. Donc, pam, le truc est dedans. Donc, les gros GAFA s'attaquent entre eux. En revanche, j'entends pas chez Google cette vraie humilité et cette compréhension que ils sont plus du tout dans l'écoute du client, qui était quand même quelque chose que je trouvais très intéressant chez Google, plus au début des années 2010, et qui maintenant, en fait, quand tu es annonceur, là c'est autour de moi, mais tu vois, quand les appels des account managers, les gens, tu vois, les annonceurs, ils en ont un peu ras-le-bol de s'entendre pusher des trucs pour que juste après on pose la question, est-ce que ça c'est RGPD? Alors tu vois, ils vont toujours se faire une réponse alambiquée, les mecs, tu vois. Ouais, non, c'est pas alors en fait ils disent pas oui ou non, mais ils vont dire c'est un modèle de validation qui a été approuvé par je sais pas quelle entité, mais voilà, on vous laisse faire votre investigation et ça passe, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de se normaliser? Ce que toi tu critiques sur Google Performance Max, c'est une phase défensive de Google pour garder un maximum, le plus longtemps possible, en fait, son monopole, mais en sachant très bien qu'ils vont, au bout d'un moment, se faire avoir parce que toutes les technos sur le digital prennent un coup de vieux, et tu le disais avec l'exemple de TikTok, etc., et que les gens vont autre part. Comment toi, tu vois les choses ? Je pense que c'est ce qui s'est surtout normalisé, c'est ce que propose Google, c'est-à-dire que est-ce qu'il a innové. Alors oui, là il y a peut-être les shorts sur YouTube, tu vois, oui, c'est une plateforme qui reste assez dynamique, mais en réaction en fait. Mais tu vois, regarde, c'est réaction. C'est réaction. En fait, c'est encore possible de le faire. Alors. Mais du coup, c'est ça. En fait, ce qui s'est normalisé, c'est surtout c'est eux qui sont devenus, tu vois. Moi, je serais prêt. Enfin, en fait, leurs inventaires de valeur aurait continué à grossir, mais tu vois, de se renouveler en fait, tout simplement. Ce sujet, il se poserait pas. Juste la réalité. Mais d'ailleurs, enfin, tu vois, c'est complètement hallucinant ce qui se passe avec ChatGPT parce que Google se fasse prendre comme ça de vitesse, c'est juste une sorte de suffisance. Alors, je lisais pas mal d'articles. Sundar Pichai, qui est le fondateur de Google, commence à être un peu critiqué sur sa posture très défensive. Ce qu'il a réussi à faire, c'est à maximiser très fortement la rentabilité du search. Donc, quand je parlais tout début de faire grimper la valeur des CPC, c'est une des choses qu'il a très bien réussi. C'est-à-dire que je ne sais plus depuis quand il est, mais en tout cas, depuis 2016, je crois que les CPC ont augmenté, même dans le search. Donc, il a réussi, en fait, quand je parlais tout à l'heure, je parlais de la compétition qu'il y avait entre annonceurs. En fait, il a réussi à faire un peu péter cette compétition qui pouvait concurrence qui pouvait ne concerner que 3-4 annonceurs pour l'étendre à beaucoup plus, à la fois à beaucoup plus d'inventeurs et à beaucoup plus de concurrents entre eux. Donc, ça, d'avoir réussi à faire grimper les CPC, c'est très bien vis-à-vis des annonceurs, des actionnaires. Mais malheureusement, cette position très défensive, je pense qu'elle touche ses limites, et elle touche ses limites aussi parce que là, on va arriver dans une phase où, tu vois, je parlais des fonds VC, enfin, clairement, l'écosystème startup, que ce soit aux US, en France, enfin, en gros, toute la partie North America et Europe, a quand même énormément contribuer soit par les budgets, soit par l'évangélisation, à faire que les budgets du marketing digital dans son ensemble augmentent. Là, en 2022, je crois que les VC dans le monde, ils ont investi genre 650 milliards. Le trend, là, pour 2023, il risque d'être divisé par 2, tu vois. Donc, en fait, et il y avait une bonne partie de cet argent des VC qui était quand même, pas une bonne partie, mais au moins peut-être 10-15% qui pouvait être réinvesti dans des plateformes comme Google et Facebook et d'autres. En fait, cet argent-là, il n'y est plus, en fait. Donc, il y a aussi ça qui s'assèche. Donc, finalement, en cette période un peu trouble, ou en tout cas de doute, on va dire,
Ça va donc forcément faire mal un petit peu à Google, mais ça va rebattre les cartes en fait. Toi, l'annonceur à l'heure actuelle, il se dit bon, je continue tel quel ou maintenant je mets des budgets un peu à gauche à droite chez TikTok, chez Amazon, etc. Comment ça se passe en fait concrètement en fait. Ouais. Je pense qu'il y aura à court terme, il pourrait y avoir quelques prises de conscience d'abord côté grosse plateforme. Avec des concurrences. Donc, je pense que ça sera toujours drainé par des concurrents qui arrivent. En fait, les monopoles, ils durent rarement. Donc, je pense que c'est ça qui va venir challenger. Mais tu vois, rien n'empêche que sur TikTok ou sur Facebook, sur TikTok, mais tu vas plutôt avoir des campagnes aussi qui sont quand même très guidées, très automatisées. Mais c'est un peu différent parce que, encore une fois, c'est des inventaires et c'est plus facile de se faire aider par l'automatisation. Parce qu'en fait, tu veux juste bien placer. Alors, l'automatisation peut t'aider à écrire tes textes, à écrire tes visuels. En fait, ce que veut ces plateformes-là de réseaux sociaux veulent davantage faciliter la diffusion pour les annonceurs. Si tu te places côté annonceur, bien sûr que c'est des outils qui sont précieux. Côté Google, quand tu fais du search, ton but c'est de battre un concurrent. Donc si tu laisses Google faire ce qu'il propose à tous tes concurrents, mais comment tu te différencies en fait, tu vois? Donc à un moment donné, soit tout le monde aura les mêmes campagnes, et du coup les mêmes outils. Voilà, moi je sais pas. Je suis un peu sceptique sur la possibilité que ça soit la norme qui s'impose. Je le souhaite pas pour l'intérêt des annonceurs. Maintenant, c'est aussi comme ça que le marketing digital a pris des budgets. Donc s'il peut plus offrir cette valeur ajoutée de transparence, de comprendre le ROI, c'est un peu tout l'inverse de ce pourquoi le digital en est arrivé là, tu vois. En fait, on pouvait tout traquer, et si on peut de moins en moins traquer les choses, ça peut poser problème, effectivement. Mathieu, très cool. Je pense que malheureusement, on pourra en parler pendant 5 heures et refaire le monde du digital. Ça fait 44 minutes là, à l'heure actuelle qu'on enregistre. Est-ce que tu as des ressources à nous proposer, en fait, si on veut approfondir ces sujets? Tu lis quoi, toi? Alors déjà, j'écoute pas. Je prends beaucoup de pincettes sur les news de ces plateformes. J'essaye d'y apporter un autre regard et de se dire comment ces news justement s'intègrent dans la possibilité de faire dépenser du budget. Donc je pense par exemple toutes les features là qui sortent sur l'intelligence artificielle, c'est beaucoup des opportunités aussi pour laisser les annonceurs dans des pantoufles, tu vois. Donc voilà, il y a ça en premier. Alors après, à l'inverse, du coup, qu'est-ce que moi je regarde? Alors moi personnellement, je gère des campagnes. Donc ça fait 10 ans que je suis gêné sur toutes ces... alors beaucoup Meta et Google, donc voilà, je sais ce qu'il y a comme features, je sais... Donc ça, puis sur des gros budgets, donc ça c'est pour moi le plus important en fait, c'est d'utiliser les outils. Comme compte intéressant, là je sèche un peu. Pendant longtemps j'ai lu WordStream, PPC WordStream, qui était un super blog, mais qui a un peu perdu en qualité. Ceux qui sont intéressés peuvent me suivre sur LinkedIn pour avoir justement un peu ce regard un peu différent. Et après, moi maintenant je lis beaucoup de news éco ou focus tech pour comprendre ces sujets, parce que je trouve que ça apporte une lecture qui est beaucoup plus globale. Donc voilà, donc de la presse type The Economist, ou tu vois, là je suis abonné à des nouvelles newsletters genre The Information aux US, qui est quand même bien intéressante sur le digital. Donc voilà. Ok, plutôt cool. De toute façon, on mettra l'ensemble des liens sur le site banous.com. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Laurent. Écoute, alors si le sujet vous a plu, cette discussion un peu à bâton rompu, comme on pourrait dire, vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant, en likant sur les différentes plateformes. N'oubliez pas également de vous abonner et surtout de faire des courbettes à Apple Podcast, qui est le principal diffuseur du podcast Banous. Banous aussi est soumis au monopole des GAFA. De mémoire, 60% de nos écoutes sont sur Apple Podcast. Donc, amis qui écoutent sur Apple Podcast, laissez un commentaire, c'est super important pour nous. Ça, d'une part, nous donne du baume au cœur
pour continuer à créer du contenu gratuitement pour vous. Et puis en plus, nous, ça nous fait remonter dans les classements. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et puis, on se dit à bientôt, à une prochaine fois. Ciao. Merci Laurent et merci à tous tes auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.